Bonjour, bonsoir à tous. C'est Adrien Dufresne-Grenier comme d'habitude. Bienvenue dans cette petite série, Les Trésors de Pépé. Et aujourd'hui, je l'avais promis, le Perrin. Eh oui, rares sont ceux qui avaient deviné dans les commentaires, mais voilà, on va parler du Perrin, qui a failli être une de nos armes réglementaires de l'armée française. Alors avant de s'attaquer à celui que j'ai dans la main, parlons des débuts. L'histoire du Perrin commence avec le prototype numéro 6. Où sont les 5 premiers, vous allez me dire? Je sais pas. C'est possible qu'il soit planqué quelque part dans une collection de manufacture. C'est possible qu'il soit perdu. C'est possible qu'il n'ait jamais abouti. En tout cas, moi je connais que le numéro 6. Monsieur Perrin, qui était armurier à Paris, s'est essayé pendant pas mal de temps à la production de gros revolvers à broche, et les a proposés un peu partout, mais sans grand succès, très franchement. Jusqu'en 1859, où il commence à déposer ses brevets, et comme vous pouvez le voir, le prototype numéro 6, en fait, à part le manque de l'anneau de calotte, ressemble énormément aux modèles qui seront commercialisés plus tard, dont celui-ci. En 1859, toujours sort le modèle 1859, quelle surprise, à cadre ouvert, premier type. Donc le cadre ouvert, ça veut tout simplement dire que au-dessus du barillet, eh bien, il n'y a rien. C'est un peu comme par exemple les modèles 1851 de chez Colt, que vous connaissez à peu près tous, vu le nombre de répliques. Eh bien c'est pareil, il n'y a pas de bride, il n'y a pas d'armature, il n'y a pas de carcasse qui va passer par-dessus le barillet pour rigidifier le tout. Ce Perrin 59 premier type est en fait très innovant. Hormis, bien entendu, sa munition à étui métallique, la 11 mm Perrin, qui est une grosse innovation quand même à ce moment-là, parce que rares sont les revolvers de gros calibre à étui métallique et percussion centrale. Jusque-là, on avait plutôt de la broche, et notamment le modèle 1858 de chez Le Faucheux. Quand on regarde un peu le barillet, qui est identique sur le second type, celui-ci, et le premier type, eh ben on se rend compte qu'en fait, avec son renfort là, où sont taillées les encoches, et l'allure générale, il a 15 ans d'avance sur le 1873, qui sera littéralement identique. Une autre innovation, par exemple, c'est la baguette d'extraction des étuis pivotantes sur collier. Oui, ça pivote sur un collier, qui se trouve en fait autour du canon. Ça, c'est la même chose que ce soit premier type ou second type. Le 1859 second type, c'est donc celui-là. La grosse différence avec le premier type, c'est la portière de rechargement, qui, du coup, a un débattement longitudinal, c'est-à-dire dans l'axe du canon. Ça ne change strictement rien, hormis que c'est plus simple, et ça reste une des grosses faiblesses du Perrin 1859. Cette portière est en fait un ressort, et elle coulisse jusqu'à un petit téton qui la maintient en place, mais malgré tout, avec l'usure, pour peu que la vis se dévisse un petit peu, elle a tendance à s'ouvrir toute seule, et c'est un peu embêtant de perdre des munitions alors qu'on a très envie de les tirer. Je pense que vous serez tous d'accord avec ça. Niveau finition, chez Perrin, on s'embête pas, il y en a que deux. Le poli blanc, comme celui-ci, très beau, et le bronzage. Et c'est tout. C'est un revolver qu'on a très bien en main, et à ce titre, il préfigure quand même pas mal d'autres revolvers, notamment les Lepage-Moutier dont on reparlera. Je vous spoile pas trop. Niveau marquage, c'est sobre. C'est assez sobre, on a des numéros de série. Il se trouve que c'est à peu près normal que les Perrins n'aient pas forcément toutes leurs pièces au même numéro de série. Sachant que c'est à peu près interchangeable, soit il y a eu des changements après, mais surtout il y a eu tout simplement des montages de pièces qui n'étaient pas au numéro d'origine. C'est arrivé. Sur le côté, on a un petit poinçon au soleil avec marqué Paris en dessous, et de l'autre côté, on a un petit marquage Perrin et compagnie breveté. Alors il est à noter que le Perrin 1859 n'aura aucune carrière dans l'armée française, hormis quelques officiers qui l'auront acquis à titre personnel, il n'a pas été réglementaire. Pas de carrière militaire, sauf aux États-Unis.
Durant la guerre de sécession, le Perrin a été commandé par les États-Unis à environ 500 exemplaires, et il fera la totalité du conflit. Les amateurs US, voilà. Ça vous intéresse également. Alors il est à noter bien entendu que toutes les versions à cadre ouvert du Perrin modèle 1859 sont assez rares. Ce sont des armes intéressantes dans le sens où, mécaniquement, elles innovent réellement. Cette fameuse baguette d'extraction là sur collier dont je vous parlais, ce principe sera repris sur les modèles d'essai 85 et 87 de notre armée française. Et mécaniquement, petite particularité que vous avez sans doute remarqué depuis tout à l'heure, le chien n'a pas de crête. C'est un double action obligatoire. Je le fais exceptionnellement, juste pour vous montrer. Voilà. Faut pas le faire. Mais c'est pas grave, je l'ai fait une fois. Figurez-vous que c'est une caractéristique que le 1859 partage avec une grande majorité de Perrin, même une très très grande majorité de Perrin, et c'est bien, figurez-vous. Déjà pour un usage militaire, ça évite des queues de détente trop légères, des préarmements un peu optimistes, et du coup des départs de coups un peu involontaires. C'est une mécanique qui est extrêmement fluide. C'est pas du tout une double action qui gratte, qui accroche, pas du tout. C'est très fluide, très souple. Et surtout, ça limite les ratés des coups de feu. Lors des essais de la commission en avril 1869, on s'est rendu compte que sur les 350 coups tirés par le double action, les ratés ne représentaient qu'1,5% des coups. Alors que pour le modèle simple action avec une crête de chien, figurez-vous que ça représentait 3,3%, le double. Sur les Perrins, comme sur beaucoup d'autres armes, la double action évite certains ratés. Alors à partir de 1865, Louis Perrin décide de modifier son fameux revolver 1859 à cadre ouvert. La principale modification étant qu'il va fermer le cadre. Depuis que les Adams et les Remington utilisent des cadres fermés, on sait que c'est beaucoup plus rigide, beaucoup plus fiable et surtout beaucoup plus durable. Il décide aussi de modifier la portière de rechargement, encore une fois, et cette fois il utilise un type basculant vers l'arrière sur ressort. Ça vous rappelle pas quelque chose ça? Mais bien entendu, le 1873 avec presque 10 ans d'avance. A noter d'ailleurs que c'est grâce à cette portière qu'existe le fameux ressort qui contrôle le débattement de la portière. Ce ressort en V extrêmement caractéristique fait reconnaître les Perrins du premier coup d'œil. Le 1865 cette fois sera presque réglementaire. Presque dans le sens où la commission va décider d'un essai en grand de ce modèle. Et pour ça, il fallait déjà qu'il passe un certain nombre d'examens et de cahiers des charges. C'est d'ailleurs à ce moment-là, en avril 1869, qu'on se rendra compte de la différence entre le simple action et le double action. Puisque pour le modèle 1865 à cadre fermé, les deux existent. Toujours chambré en 11 mm Perrin, qui est assez proche de la 11 mm 73, mais qui n'est pas interchangeable malheureusement. C'est d'ailleurs pour ça que je ne vous montrerai pas le tir, c'est parce que je n'ai pas de 11 mm Perrin. Mais beaucoup plus important que sa potentielle ressemblance avec le 1173, qui pourrait faire dire qu'il l'a préfiguré, mais en réalité je pense pas, beaucoup plus important que ça, la longueur de canon du modèle 1865. Perrin propose 4 exemplaires à la commission, 2 en canon de 150 et 2 en canon de 100. Et il se trouve que la commission se rend compte qu'on peut préférer le canon court pour des questions de praticité, de compacité, etc., parce que entre 150 et 100 mm, la précision ne change pas. Dans les conditions de leur essai, ça va sans dire. De façon absolue, si, ça change. Mais là, non. Et ces fameux canons de 100 mm, ce seront ceux du 1870 de marine de chez Le Faucheux, et du 1873, et du 1874. Ça, c'est assez amusant. Un dernier détail concernant la munition, certains Perrins 1865 étaient bien chambrés d'origine en 11 mm 73. C'est pas une bidouille moderne. Alors contrairement au 1859 que je vous présente ici, vous allez me dire j'en parle pas beaucoup du 1859, y a pas grand chose à en dire, c'était surtout une excuse pour vous parler du reste. Contrairement au 1859 disais-je, le 1865 lui il a connu un certain nombre de variantes, avec des crosses quadrillées, des pontets de formes différentes, des guides de baguettes d'éjection triangulaires, des axes de barillet pareil de formes différentes, des méplats un peu partout autour du chien, à l'avant, etc., etc. Et surtout, le 1865-69, c'est le renforcé. Alors lui, il est beaucoup plus massif d'un coup, Il a fait un peu de muscu, il est allé à la salle, il a pris 2-3 kilos de testostérone, et ça a donné le 65-69. C'est toujours un cadre fermé, mais il est beaucoup plus ramassé, les espaces ont été comblés, contrairement à tous les précédents, la bride ne s'arrête pas à peu près aux 3/4 de la poignée. Là non,
Ça englobe la totalité de la poignée monobloc. Mais alors pourquoi est-ce qu'il est renforcé ce machin, vous allez me dire? Il tire forcément quelque chose de beaucoup plus gros? Un Perrin 1865 en 500 Smith & Wesson Magnum? Non, ça n'existait pas, hein, ça va sans dire. En fait non. Il est toujours dans le même calibre. 11 mm Perrin, ou 11 mm 73, et apparemment il y a des exemplaires en 11 mm Le Faucheux du commerce, donc le 11 Le Faucheux central. J'en ai jamais vu. Bon, faut dire, j'ai jamais vu non plus de 11 mm Le Faucheux central, mais un jour, peut-être. Et de ce fameux 65-69 renforcé, dérivera le tout dernier revolver de chez Perrin, le 70. Il y a quelques petits trucs qui changent. Encore une fois, il est encore plus ramassé et donc encore plus élongé que le reste. On remarque une nouveauté sur le 70 par rapport à tous les autres, y compris le modèle 1859. Juste au-dessus de mon doigt là, vous voyez qu'il y a un montage à goupille. Le canon est goupillé dans la carcasse, alors que dans le modèle d'essai, il est vissé. Le barillet du modèle 70 s'étoffe pas mal vers l'avant, ce qui fait que le fameux renfort qui est ici va avancer jusqu'à quasiment la moitié de ce barillet. Truc aussi intéressant à noter, il n'est que simple action le 70. Et vous remarquez sur le barillet, vous avez des encoches que vous n'avez pas ici. Alors pourquoi donc? Parce qu'il faut qu'il se verrouille. Or, là, il se verrouille uniquement sur le fond de l'encoche. Et je vais vous faire la démonstration. Hop, voilà. Je le retiens pour pas qu'il fasse n'importe quoi. Là, le doigt élévateur le bloque dans un sens. Et le barillet, avec ses fameuses encoches, le bloque dans l'autre sens. Sur un simple action, le doigt élévateur redescend. Et donc, il ne peut plus bloquer le barillet dans l'autre sens. L'anti-horaire, donc, il me semble, sur celui-ci. Il faut forcément une came de verrouillage qui puisse être très précisément ajustée par rapport aux encoches du barillet pour pouvoir le bloquer dans les deux sens. Si vous avez un petit peu suivi, 1870, il y a un autre revolver, un autre très gros morceau qui arrive. C'est le modèle 1870 de Marine de chez Le Faucheux. Très beau revolver, je n'en ai pas à vous montrer, mais ça viendra. Un jour, je vous garantis, ça viendra. Seulement voilà, problème. En 1870, la France rentre en guerre contre la Prusse, et du coup, on n'aura pas le temps de départager ces deux rivaux, le Faucheux et le Perrin. Parce qu'en 1871, Perrin meurt. Faute de concurrent, la bataille est forcément gagnée pour le Faucheux. Voilà, c'était le Perrin 1859 deuxième type. Le second d'une très grande lignée. En gros, le premier a présenté des innovations suffisamment intéressantes pour qu'elles soient reprises 15, 20, 25 ans plus tard. Ça a failli être un de nos réglementaires, et je pense qu'il l'aurait mérité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-moi ça en commentaire. D'ici là, mangez des légumes, buvez de l'eau, et on se dit à très bientôt pour un nouveau trésor de pépé. Ciao!